sur ce bien précieux qu'est le bénévolat dans nos structures. Euh, Parfois, on le commente, on vient à constater qu'il se fait plus dur, on manifeste aussi des inquiétudes sur des relèves, des difficultés à trouver de nouvelles personnes, à détecter de nouveaux profils. Qu'on a souhaité évoquer toutes ces questions-là avec vous ce soir. Et puis, vraiment de faire un focus aussi sur comment prendre en compte le bénévolat au sein de nos structures. Alors, on n'a pas la prétention ce soir d'être exhaustif, mais plutôt de vous proposer un certain nombre d'outils, d'évoquer aussi le statut du bénévole, euh, et les éléments en tout cas qui peuvent tendre aujourd'hui à un statut qui est certainement encore incomplet, les droits et puis ce qu'on peut aussi attendre évidemment d'un bénévole, mais aussi un certain nombre de choses qui sont utiles que l'on soit soi-même bénévole et qui apporte son concours dans le fonctionnement d'un club, ou que vous soyez dirigeant d'une structure, que ce soit un club ou un organe déconcentré. Les questions liées au remboursement de frais, les outils à votre disposition, la manière aussi de valoriser l'engagement des personnes. Donc voilà l'enjeu de notre visio de ce soir. Je tiens à remercier Marion Rabier, qui est notre responsable du service au club à la fédération, qui a donc participé et travaillé donc, sur la préparation de cette vidéo club. Remercier aussi Florent Philippe, qui est responsable des affaires institutionnelles dans notre fédération. Et puis merci à vous toutes et tous de votre présence. Je reconnais, mais je ne vais pas me risquer évidemment à citer tout le monde, mais beaucoup de noms connus. Voilà, donc merci d'être fidèle à ces visioclubs. Et on va pouvoir commencer donc maintenant. Ah, encore quelques petites personnes qui arrivent. On faire entrer Oui, avec je les accepte au fur et à mesure. Je vois Madame Robin qui a des difficultés, mais bon, je crois que c'est mal engagé pour elle. Ça fait un petit moment qu'elle essaie de se connecter. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais pas être plus long dans l'introduction. Marion, si tu veux Oui, commencer à évoquer le premier point. bien sûr. Alors, Alors, on va parler. juste une chose, excuse-moi, faux départ. Simplement pour dire que cette visio est enregistrée, ce qui nous permettra de mettre à disposition donc un replay de cette visio club que vous pourrez consulter, qui sera disponible sur notre site internet dans les prochains jours, ainsi que le support qui sera présenté lors de cette réunion-là. Donc tout ça, ce sera à votre disposition à la fois sur le site internet et puis également sur l'espace Rollscanet. Voilà. Excuse-moi Marion. Pas de Mais souci. J'avais prévenu par message, puisque je voulais pas t'interrompre tout à l'heure, pour d'accord, prévenir que l'enregistrement a été lancé. très bien, merci beaucoup. Allez, débutons. Alors, le statut et droits et devoirs d'un bénévole. Oula, ça va trop vite, pardon. Alors, un bénévole, vous le savez tous, c'est une personne qui fournit un service à titre gracieux pour une association ou un organisme. C'est un travail volontaire qui n'est pas soumis à une obligation et à une rémunération. Le bénévole peut être effectivement dédommagé de ses frais qui sont liés à son activité et il n'est surtout pas soumis à un lien de subordination juridique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une démarche volontaire de sa part de s'investir dans une association et de l'aider dans son fonctionnement et ses activités, mais c'est en aucun cas une obligation. Donc, il faut bien faire la différence entre le bénévole et le volontaire, puisque le volontaire, lui, il est investi d'une mission dans l'association et c'est une mission d'intérêt général. Donc, très souvent, les missions de volontariat, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le service civique, puisque c'est l'organisme le plus grand de volontariat en France, mais vous en avez d'autres aussi qui vous permettent de faire des missions de volontariat international pour la jeunesse, etc. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux, puisque du coup, je vais y arriver, le, le volontaire a, lui, un but précis, en fait. C'est la plus grosse. Voilà, je crois que j'ai déjà des remarques dans la conversation. Je vais Oui, oui, essayer de bon, suivre aussi un peu en enfin, parallèle. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas si j'y réponds pas. Dans les droits d'un bénévole, vous avez différents droits pour pouvoir exercer vos missions de bénévole dans une association. Vous avez un congé de représentation qui vous permet
d'aller représenter votre association auprès des différentes instances et organismes. Vous avez un congé d'engagement associatif et vous avez aussi des possibilités de réduction de temps de travail. Donc, on va essayer de voir la différence entre ces trois droits. Donc, le congé de représentation, on va faire la différence entre le secteur privé et le secteur public, parce que du coup, on n'est pas du tout, enfin, on est sur des systèmes un peu différents. Dans le secteur privé, quand on est salarié d'une entreprise et qu'on est représentant d'une association, donc membre élu dirigeant, on a droit à 9 jours par an de jours ouvrables pour aller représenter son association auprès des différentes instances. Donc, si vous avez effectivement des réunions ou des réunions avec la fédération, avec des collectivités, avec le ministère ou d'autres organismes, vous avez le droit d'utiliser ces 9 jours pour aller à ces différentes réunions si elles ont lieu dans le temps de votre dans vos horaires de travail. Pardon, je vais y arriver. L'employeur, normalement, ne peut pas refuser cette demande de la part du salarié, sauf s'il justifie que cette absence peut porter préjudice à son activité. Les différents ministères qui existent en France publient chaque année la liste des instances qui ouvrent droit à ce congé de représentation. Pour avoir accès à cette liste d'instances, vous pouvez contacter votre délégué départemental qui vous dira effectivement toutes les instances sur lesquelles vous pouvez utiliser ces jours de représentation. C'est-à-dire qu'en dehors de ces instances-là, vous ne pouvez pas utiliser ces jours de représentation pour aller représenter votre association. Je ne sais pas si c'est... Mhm. M'arrêtez si c'est pas clair. Alors, par exemple, une association reconnue d'intérêt général Oui. peut bénéficier, quand on en est membre, de ce type de choses. Quand on est sur un échelon départemental, régional, national, également sur un groupement, on peut profiter sur des fonctions de dirigeant, hein, donc on peut profiter de ce congé-là. Durant ces jours de congé de représentation que vous utilisez, il y a deux possibilités. Soit vous avez un maintien de votre rémunération par votre employeur et le salaire qui vous verse pour ce jour de travail non réalisé, il peut le déduire de ses impôts. C'est des conditions qui sont fixées dans le Code général des impôts. Donc j'ai mis le lien pour les bénévoles qui souhaiteraient en parler avec leurs employeurs et avoir un peu plus d'infos réglementaires. Si vous avez une retenue sur salaire, puisque votre employeur décide de ne pas vous rémunérer parce que vous ne travaillez pas pour l'entreprise, là, vous avez une indemnité compensatrice qui vous est versée, qui est équivalente à 12 euros par heure et qui vous est versée par l'État ou par la collectivité territoriale auprès de laquelle auprès de laquelle vous allez représenter votre association. Le choix de si vous êtes rémunéré ou pas, c'est votre employeur qui le décide. C'est à sa discrétion. Donc, je vous ai mis le lien de la page dédiée sur le service public au congé de représentation pour que vous puissiez aller récupérer toutes les informations et les articles du Code du travail qui vous réfèrent à ce droit si votre employeur n'a pas connaissance de ce droit de congé de représentation pour les dirigeants d'associations. Dans le secteur public, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu plus complexe, puisque du coup, les agents publics qui sont représentants d'associations, donc dirigeants, doivent être en activité ou en détachement pour avoir le droit à ce congé de représentation. C'est-à-dire que s'ils sont en disponibilité, ils n'auront pas droit à ce congé. Il faut vraiment être en activité. Tout ce qui est traitement indicaire, indemnité de résidence et supplément familial, c'est maintenu pendant ces congés de représentation. Et par contre, là, le nombre de jours varie. C'est-à-dire que quand on est dans le secteur privé, on a 9 jours ouvrables par an. Dans le secteur public, en fonction de l'administration dans laquelle vous êtes, vous avez un nombre de congés de représentation qui sont attribués à cette collective, enfin cette oui collectivité, enfin Oui. administration, pardon, je vais y arriver.
Et ça concerne tous les salariés les agents publics de cette administration. C'est-à-dire qu'une administration sur le tableau de moins de 50 agents, elle va avoir 9 jours de congé de représentation qu'elle peut donner à l'ensemble de ces 49 agents publics. Et donc, du coup, il faut que ça soit effectivement réparti sur l'ensemble de ces agents. Donc, en fonction de la taille de l'administration, on a plus ou moins de jours de congé qui peuvent être utilisés par les agents publics. Et en plus de ça, si effectivement vous êtes, par exemple, dans une administration en tant qu'agent public qui a, alors je me rappelle, 18 jours, par exemple, de congé, et que vous êtes le seul agent public de votre organisation qui est représentant d'association, vous ne pouvez pas avoir les 18 jours de congé de représentation. Ça ne peut pas dépasser 9 jours ouvrables par an, comme dans le secteur privé. Et ces jours de congé par an, ils peuvent être fractionnés en demi-journée. Et là, également, votre organisation, normalement ne peut pas refuser que vous utilisez ces congés de représentation, sauf si effectivement elle met en avant une nécessité de service et que ça peut mettre en péril les services que vous êtes censé, les services de l'organisation. Pardon. Ce congé de représentation chez les agents publics, ils peuvent être cumulés avec d'autres congés de formation, mais l'ensemble des congés qui vont être pris ne peuvent pas dépasser les 12 jours ouvrables par an en cumulant tous ces congés. Et je vous ai mis effectivement le lien vers la page sur le service public, plus le lien du Code de la fonction publique qui renvoie vers ces droits de congé de représentation. Le deuxième droit auquel vous avez accès en tant que dirigeant d'association, c'est le congé d'engagement associatif. Donc là, c'est pas du tout pour aller représenter votre association auprès d'organismes, c'est vraiment le temps que vous allez passer à exercer votre rôle de dirigeant associatif. Et donc du coup, là, vous avez le droit à un certain nombre de jours. Dans le secteur privé, dans le secteur public, vous avez encore une fois une différence. Donc dans le privé, soit ce congé d'engagement associatif, il est notifié dans une convention ou dans un accord collectif, soit il ne l'est pas. S'il est prévu dans cet accord, normalement, l'accord vous définit la durée maximale de congé d'engagement associatif que vous pouvez prendre et les conditions de son cumul avec des congés de formation économique, sociale et syndicale, et éventuellement le maintien du salaire durant ces congés d'engagement associatif. Ces congés-là, ils peuvent être fractionnés en demi-journée. C'est pas obligatoirement pris sur une journée entière. Et si ça n'est pas prévu dans un accord collectif au sein de l'entreprise, le nombre maximal de congés d'engagement associatif que peut prendre un salarié du privé, c'est 6 jours ouvrables par an. Ça peut se cumuler avec d'autres jours de congés de formation, mais ça ne doit pas se limiter à 12 jours ouvrables par an. Et par contre, dans ce congé d'engagement citoyen, il n'y a aucune rémunération de prévue, sauf si c'est écrit dans un accord collectif. Dans le secteur public, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un agent public dirigeant d'association, a aussi 6 jours ouvrables par an d'engagement associatif de disponible. Ça reste aussi un congé non rémunéré. Par contre, lui, ça peut être pris en 1 ou 2 fois. Ça peut pas être fractionné sur plusieurs demi-journées. C'est vraiment pris en 6 jours d'un coup ou en fractionné, mais en seulement 2 possibilités. Et le congé peut être accordé sur justificatif des fonctions de bénévole. Dans le secteur privé, de toute façon, c'est aussi la même chose. Il faut pouvoir justifier d'être dirigeant d'association pour avoir accès à ce genre de congé d'engagement associatif et de congé de représentation. Alors, sur certaines conventions et accords collectifs, il y a des modalités de réduction du temps de travail pour les dirigeants d'associations. Là, c'est vraiment à regarder dans votre propre entreprise si quelque chose est prévu là-dessus. Et si c'est prévu dans vos accords collectifs, normalement, il doit y avoir
la possibilité de négocier l'aménagement des délais de prévenance, parce que des fois, on peut être effectivement euh, hors délai. Parce que si par exemple dans votre entreprise, vous avez un délai de prévenance pour prendre vos congés de 1 mois et demi et que dans le cadre de vos activités associatives, vous avez une urgence et que vous devez vous libérer dans les 2 semaines, on sait que voilà, sur le système associatif, on est sur une temporalité un peu plus fluctuante. Et donc du coup, dans les accords collectifs, il est toujours possible de négocier des aménagements de délai de prévenance pour pouvoir prendre pour avoir ces réductions de temps de travail. Et c'est pour pouvoir poser ses RTT, pour pouvoir exercer son activité de dirigeant associatif. Vous pouvez négocier dans ces accords collectifs des actions de formation prises en charge par votre employeur, des prises de jours de repos spécifiques liées à votre activité de dirigeant associatif. Si vous avez effectivement euh, eu un week-end de grosse intervention dans votre association, etc. Il y a des choses qui peuvent être négociées pour la récupération de votre activité de bénévole. Et ensuite, il y a aussi des possibilités de négocier des déroulements de carrière, c'est-à-dire d'orienter votre carrière professionnelle en fonction de vos activités bénévoles et des objectifs que vous souhaitez atteindre. Tout ça, effectivement, c'est vraiment propre à chaque entreprise et à chaque accord collectif ou convention qui peut être négocié. Alors, en tant que dirigeant Euh, d'association et peut-être bénévole, oui, une première salve de questions, deux peut-être. questions. Il y en a sur la question de tout ce qui est congé et droit à sa santé de son travail pour accomplir des missions associatives. Parce qu'après, on va rentrer dans la question de la formation. Donc, y a-t-il peut-être des questions à ce stade? Ou est-ce que tout semble clair? J'ai vu une question de Lionel. On y reviendra après là, sur ça. Mhm. Sur les réductions. Pas d'autres questions? On peut passer à la suite. C'est bon pour vous? Parfait. Non. Allez, on continue. Alors, en Ah, termes de ah, bah, formation, ah, fallait bien incarner. forcément. Alors, ce genre de congé est possible que pour les dirigeants et les responsables encadrants. Oui, ce sont pour des dirigeants, oui, tout à fait. Voilà. Ce sont des gens qui ont une fonction, qui ont des fonctions. Et d'ailleurs, généralement, ce que va demander l'employeur, c'est de fournir un procès-verbal d'assemblée générale élective ou quelque chose de Mhm. cet ordre-là. Et souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est qu'après, il faut produire un justificatif. Donc, que ça soit un ordre de mission, que ça soit une convocation ou ce genre de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce Alors, qu'on entend par... juste, les indépendants sont également inclus dans ce dispositif? Non, parce que ça concerne vraiment les bénévoles. Enfin, quand on est indépendant, vous êtes votre propre patron, en fait. Donc, c'est à vous de vous octroyer à vous-même un congé de représentation, si je Hmm. peux dire. Responsable encadrant, ça va être des gens qui ont en fait eu des fonctions vraiment de dirigeants sportifs, hein, qui vont être des élus responsables dans une structure. Voilà, pour répondre à la question d'Héloïse. Ok. Alors, question formation. Pour les bénévoles d'associations, vous avez ce qu'on appelle un compte d'engagement citoyen, un CEC. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce CEC, en fait, c'est un compte que vous pouvez vous créer sur l'administration française et qui vous permet de recenser vos activités bénévoles. Ça vous permet de pouvoir gagner des droits à la formation sur votre CPF. C'est-à-dire que toute personne euh, salariés du privé ou même agents du public, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants, même retraités. À partir du moment où vous avez une activité bénévole dans une association et que vous réalisez un certain nombre d'heures, vous cotisez, entre guillemets, pour avoir de l'argent sur votre CEC, pour avoir de l'argent qui vous est donné, pardon, sur votre CPF. Les conditions, en fait, pour avoir cet argent sur votre CPF en lien avec votre compte d'engagement citoyen, il faut que votre association elle ait au moins 1 an d'activité. Donc, il faut qu'elle ait un objet
social, éducatif, scientifique, humanitaire, sportif, culturel. Euh, et surtout qu'elle ait une administration qui soit gérée de manière bénévole. Et donc, soit vous êtes dans l'organisation, dans le conseil d'administration, pardon, soit vous êtes encadrant des activités. Donc, ça marche pour les dirigeants comme pour les encadrants sportifs bénévoles. Donc, pour bénéficier du CEC, vous avez au moins 100 heures de bénévolat à faire dans une association euh, sur une année civile. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de le calculer puisque les années sportives, elles sont comme les années scolaires, 1er septembre, 31 août. Mais sur le compte d'engagement citoyen, on fonctionne en année civile. Euh, et donc du coup, si vous réalisez effectivement ces 200 heures de bénévolat par an, si vous le faites dans plusieurs associations, c'est possible de faire ces 200 heures. Par contre, il faut que dans ces 200 heures, vous ayez au moins 100 heures qui soient faites dans la même association. Et donc, si vous arrivez à réaliser au moins ces 200 heures par an, vous avez 240 euros qui vous sont versés sur votre compte personnel de formation euh, pour une année civile. Et ça, vous pouvez accumuler sur votre CPF jusqu'à 720 euros grâce à votre CEC. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler 3 années de bénévolat dans une association. À partir du moment où vous correspondez aux critères, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez avoir 240 euros 3 ans d'affilée. Et je vous ai mis en bas le lien pour vous créer un compte sur la page du compte d'engagement citoyen, parce que je pense que c'est important que tout bénévole d'association puisse l'avoir, parce que aujourd'hui, on n'en est pas encore à cotiser pour la retraite avec vos activités bénévoles, mais c'est un premier pas pour la valorisation de votre engagement dans une association. Surtout qu'en plus, cet argent sur votre CPF, vous pouvez l'utiliser euh, pour vous former dans votre rôle de dirigeant associatif ou d'encadrant sportif, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des formations professionnelles qui vous intéressent ou quoi. C'est vraiment libre à vous de l'utiliser comme bon vous l'entend. Je sais pas si c'était français, mais... Alors, vous avez d'autres dispositifs de formation qui existent. Vous avez le plan de formation et le congé individuel de formation. Alors, il y a vraiment deux différences. Le plan de formation, c'est le plan de l'entreprise que l'entreprise met en place pour former ses salariés. Donc, c'est vraiment de la politique de gestion personnelle. Euh, vos entreprises, elles n'ont aucune obligation de vous accompagner dans votre formation de bénévole. Mais par contre, effectivement, si vous êtes dans un échange et dans de bonnes relations, ça peut être quelque chose qu'elle intègre parce que vous avez des intérêts communs ou des objectifs communs. Et vous avez donc le congé individuel de formation qui là est un dispositif qui vous permet de suivre une formation en dehors de ce plan de formation qui est géré par votre entreprise. Et ça, ce congé individuel de formation, il ne peut pas durer plus d'un an à temps plein, ou alors il correspond à 1200 heures à temps partiel. Et il y a certaines conditions d'ancienneté pour y avoir recours. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'entrer dans une entreprise ne pourra pas faire jouer un congé individuel de formation. Mais par contre, si vous êtes dans votre entreprise depuis un certain temps, vous pouvez. C'est-à-dire que du coup, pendant un an, vous pouvez euh, entrer dans une formation continue en parallèle de votre activité de salarié. Et vous avez effectivement tout ce qui est OPCA, alors OPCA ou OPCA, donc tout ce qui est organisme paritaire agréé qui peuvent prendre en charge une partie des coûts de formation. Mais là, effectivement, c'est à se renseigner et à prendre les informations auprès des différents OPCA. Est-ce que la justification peut être rétroactive? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je vais juste me marquer l'information parce que là, il me semble que oui, mais je voudrais pas.
Donc, c'est Laurence. Je vous donnerai l'info. Rétroactivité. TEC. Comment justifier ces heures? Normalement, si vous êtes dirigeant d'association, vous participez à un certain nombre de réunions, à un certain nombre d'événements. Alors, sur les réunions, c'est assez simple. Il vous suffit de fournir les comptes rendus de réunions avec les jours et les heures. Ça vous permet de justifier de votre activité de dirigeant. Si vous êtes encadrant professionnel, encadrant pardon, bénévole, il vous suffit d'avoir une attestation de votre dirigeant associatif qui notifie les créneaux sur lesquels vous encadrez avec les horaires et les jours. Et sur quels critères peut-on estimer ces heures? Alors, qu'est-ce que vous entendez par critères? Parce qu'à partir du moment où vous exercez votre activité de bénévole, vous êtes dans des heures de bénévole. Donc, normalement, toute heure que vous faites dans le cadre de votre mission de bénévole peut être enregistrée sur votre CEC. De toute façon, on est sur du déclaratif, hein. Alors après, qui peut toujours, comme toujours, faire l'objet de contrôle, hein, bien sûr. Mais effectivement, ça va être une attestation qui va être faite par l'organe dans lequel vous vous impliquez. Alors, si vous êtes président ou présidente, ben, vous vous certifiez vous-même ou alors vous faites certifier par secrétaire général, par exemple, la chose. Et puis après, ben, vous êtes en capacité, comme l'a dit Marion, de produire, si on vous le demande, un certain nombre de pièces de planning, Mhm. de toute pièce en fait qui peut amener aussi à justifier le fait que vous avez eu un engagement, une compétition, vous avez été bénévole, etc. Enfin voilà, tout élément, un peu comme tout contrôle voilà, sur déclaration que vous pouvez faire, y compris dans des déclarations d'impôts, ce genre de choses. C'est un peu le même principe. Vous Mhm. faites, et après, s'il y a un contrôle, vous devez fournir les pièces justificatives. Alors, Et donc oui, alors, effectivement, tout le travail de trésorier euh, pour gérer les comptes, payer, etc., tout ça, ça en fait partie, pour répondre à Kevin. oui. Et pour répondre à Martine, euh, sur le congé individuel de formation, moi, sur les dernières infos que j'ai regardées, ça existait toujours. Je peux me renseigner sur cette question de transition pro, mais normalement, c'est pas tout à fait la même chose, puisque du coup, la transition professionnelle, c'est de rentrer en formation pour changer de voie et de métier, alors que le congé individuel de formation que vous pouvez utiliser, ça vous permet de faire des formations pour vous armer dans votre rôle de bénévole. Donc, je vous confirmerai ça. Je rajouterai les infos dans le support quand j'aurai les réponses, quand on le mettra à disposition. Comme ça, vous aurez tous la réponse aux questions qui sont posées. Hop là, même chose. Ok. Où est-ce que j'en suis? Tac. Je repars là-dessus. Alors, il existe aussi un dispositif qui s'appelle la VAEB, c'est la valorisation des acquis de l'expérience bénévole. C'est-à-dire que l'expérience que vous faites aujourd'hui en tant que bénévole, vous pouvez la transformer en un diplôme, ou du moins vous faire sauter des étapes pour obtenir un diplôme. Pour cela, vous devez effectivement attester de vos compétences et de l'expérience que vous avez acquise et trouver le diplôme qui correspond à ça. Donc pour ça, vous devez vous rapprocher de votre point relais. Vous en avez sur les différents départements et territoires. Je vous ai mis le lien pour aller récupérer celui euh, de votre secteur. Vous pouvez les contacter. Ils s'occupent, alors pas forcément que de la validation des acquis des bénévoles. En général, ils fonctionnent sur toutes les VAE qui existent. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir monter un dossier de validation des acquis
avec tout ce que vous faites, par exemple. Effectivement, on parlait tout à l'heure des trésoriers qui font beaucoup de comptabilité et de gestion. Typiquement, c'est ce genre d'expérience que vous pouvez faire valoriser pour pouvoir essayer après d'obtenir, par exemple, un diplôme de comptable. Donc, du coup, c'est un dossier à remplir et ensuite, on passe par la validation classique. Vous avez un certain nombre d'outils qui vous sont dédiés à la VAE, mais surtout, le plus important, c'est le premier contact, c'est le point relais. Ok, je viens de voir les messages de Stéphane sur le valideur. Non, ton micro est fermé. Oui, pardon, je disais, je répondais en parallèle à la question de Kim. Ok. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions sur les dispositifs de formation? Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais effectivement, il y a une plateforme, je viens de penser, qui est complètement sortie de l'esprit, qui a été ouverte par le mouvement associatif, qui s'appelle le Portail national des formations, qui est une plateforme qui recense sur l'ensemble du territoire français les formations qui sont accessibles pour les bénévoles d'associations. Donc, vous pouvez faire une recherche par territoire, vous pouvez faire une recherche par thématique. Vous pouvez trouver donc du coup des formations sur le fonctionnement associatif, sur la comptabilité, sur le mécénat et le sponsoring, sur voilà, plein de choses qui peuvent vous intéresser. Quand vous cliquez sur ces formations-là, vous avez accès à la structure qui le fait, si c'est une formation gratuite ou non, si c'est du présentiel ou du distanciel, voilà, la durée de la formation, et un peu toutes les informations qui vous permettront de savoir si vous vous engagez ou pas dans ce type de formation. Donc, c'est un portail qui vient juste de se créer, qui est sorti le mois dernier. On a déjà mis, nous, le lien sur le site de la fédération. Je vous rajouterai une slide là-dessus pour que vous ayez le lien. Mais voilà, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est très dur de s'y retrouver. Parce que entre les CROSS, les CDOS, les différents organismes qui font différentes formations, on retrouve pas toujours tout au même endroit. Et là, l'idée, c'était d'avoir une plateforme qui centralise tout et qui aura vocation à s'étoffer et à grandir et à augmenter le nombre d'offres. Mm. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Non. Pardon, simplement pour le partager à tout le monde. Donc, dans le créer le compte bénévole, effectivement, le lien que tu as indiqué, Marion, donc Oui. débouche sur donc le site qui s'appelle le compte bénévole. Et l'association, pour que ça puisse être valide, reçoit, alors si vous êtes déjà, faites déjà des demandes de subvention, il y a tout un panel de demandes de subvention qu'il faut faire aujourd'hui sur la plateforme Le Compte Asso, que ce soit du PSF, des aides à l'emploi, même le dispositif passeport, donc, il est maintenant assez connu. Et donc on renseigne effectivement les coordonnées d'une personne qui va ensuite donc devoir attester que cette personne est bien bénévole et donc a bien réalisé les heures qu'elle prétend avoir réalisées. Voilà. Donc pour ce dispositif-là, autant sur d'autres, ça va être effectivement, comme je disais, la déclaration sur Mhm. l'honneur et ce genre de choses pour en comme quoi cette personne est bien impliquée et que donc peut bénéficier de congés, etc. Autant là, ça peut être numérique, enfin digitalisé donc à travers cette plateforme-là. Ok. Alors, on va parler de la responsabilité. Responsabilité de l'association, responsabilité du bénévole, responsabilité financière, pénale. Voilà, on va voir un peu tout ça. Donc, responsabilité de l'association. Là, je suis partie effectivement sur la responsabilité de l'association s'il y a effectivement un préjudice qui est fait. Euh,
Dans le cadre d'un préjudice, effectivement, vous avez, vous, en tant qu'association affiliée à la fédération, vous avez une assurance responsabilité civile associative qui est comprise dans votre affiliation et qui couvre effectivement la responsabilité en cas de préjudice auprès de vos adhérents ou de tiers. Euh, il faut effectivement que le préjudice il puisse être justifié pour que, comment dire, pour que la responsabilité, pardon, de l'association soit engagée, il faut qu'il y ait effectivement un lien de causalité entre le préjudice subi et une action de l'association. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, vous pouvez avoir une publicité mensongère. C'est-à-dire que si, lors de l'adhésion à l'association et au paiement de services que vous proposez, vous ne donnez pas les services associés, c'est-à-dire, je sais pas, je prends une cotisation à l'association et je m'inscris sur un cours où je vais avoir un certain nombre de créneaux qui me sont ouverts avec des avantages et autres, et que derrière, l'association ne délivre pas ce service. La responsabilité peut être engagée effectivement et du coup, c'est pas Ah, je vais pas y arriver. Excusez-moi, hein, j'essaie de retrouver là où je voulais en venir. Parce qu'en fait, je vais y arriver. Il y a une différence entre la responsabilité du bénévole et la responsabilité de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, si vos bénévoles commettent un préjudice, c'est leur responsabilité qui va être engagée. Par contre, si la faute, elle vient de l'association, c'est-à-dire de sa gestion, de sa communication. Effectivement, là, c'est la responsabilité de l'association qui est engagée en tant que personne morale. Tu me dis, Stéphane, si je me perds, Oui, parce que oui, c'est... il faut avoir deux notions. Il y a la responsabilité pénale et il va y avoir voilà, la responsabilité qui va être détachable ou non en fait, de l'exercice de vos fonctions de bénévole. Je prends un exemple très concret. Vous êtes moniteur, par exemple, bénévole sur un cours, et puis vous êtes sur un cours, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui manque de tomber, et vous essayez de rattraper cette personne, et puis finalement elle se blesse. Bon, voilà. Donc vous vous retrouvez finalement un peu impliqué dans cette chute, et cette personne se casse le poignet. Bon, vous n'allez pas vous allez être couvert par l'assurance et vous allez, c'est évidemment donc à travers la responsabilité civile de la structure. Vous allez pas, c'est pas quelque chose, quelque chose pour lequel vous allez être poursuivi individuellement. Si maintenant, par contre, vous êtes en conflit avec cet adhérent et puis que vous lui décochez un coup de poing, prenons un exemple extrême, là, à ce moment-là, ça ne sera pas la responsabilité de l'association, ça sera une faute, ça sera une qualification pénale, et là, ça sera donc votre responsabilité individuelle qui sera invoquée. De la même manière, vous avez commis une erreur de gestion en tant que dirigeant associatif et vous avez causé un préjudice financier à la structure. Mais c'est une erreur. Parce que vous êtes fait arnaquer, parce que vous avez fait une mauvaise gestion, un mauvais placement, un achat mal avisé, bon, pour quelque raison que ce soit. Vous êtes couvert par la responsabilité de l'association, c'est la responsabilité de l'association. Si naturellement vous avez détourné des sommes de l'association, là c'est votre responsabilité, qui plus est pénale, qui va être mise en cause. Voilà. C'est ça. Il faut que chaque bénévole qui agit dans une association, alors même s'il n'y a pas de lien de subordination, il y a quand même une autorité directe de l'association sur le bénévole. Et donc, il y a un lien de préposition. C'est-à-dire que comme c'est un bénévole de votre association, vous lui donnez le droit de donner des instructions. D'accord? Donc, il représente votre association. Et c'est pour ça que quand il y a un préjudice, il faut bien pouvoir justifier de qui en est la cause. Est-ce que c'est
le bénévole? Est-ce que c'est l'association de par son fonctionnement ou sa gestion? Ou est-ce que c'est une personne tierce, extérieure, qui est la cause de ce préjudice? Et donc, en fait, pour qu'il y ait une action qui puisse s'entamer, il faut qu'il y ait effectivement euh, une action engagée, un préjudice et un lien de causalité. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un qui est tombé pendant un cours, qui va dire que c'est à cause de l'encadrant bénévole qui s'est fait mal. Si l'encadrant, lui, peut justifier qu'il a tout mis en place pour que l'activité se passe de manière sécuritaire, qu'il a les pratiquants ont mis les protections, que les activités, les exercices proposés étaient en adéquation avec le niveau des participants, et ben, du coup, le lien de causalité va être compliqué à trouver parce que voilà, on n'est pas sur un risque zéro non plus. Et, euh, et donc, du coup, on ne peut pas simplement attaquer pour n'importe quelle raison. Et comme disait Stéphane, il faut bien faire la différence entre une faute qui a été commise personnelle et une faute qui a été commise dans le cadre, enfin, dans une faute par rapport à la mission qui a été allouée. Pertinent d'avoir des gens qui- Vous avez aussi, comme disait Stéphane tout à l'heure, la responsabilité pénale. Alors, en tant que dirigeant d'association, dans le contrat d'assurance de votre association, vous avez une responsabilité civile des dirigeants, vraiment spécifique aux dirigeants d'associations qui les couvrent, en fait, pour leur activité de dirigeant de l'asso. Alors, attends, je crois que je suis... ouais, ça, c'est celle d'après. Ok, je suis en train d'avancer sur un truc. Euh, L'association, en tant que personne morale, elle peut avoir sa responsabilité engagée pénalement si elle est effectivement responsable d'une infraction commise par ses représentants. Et ces derniers, donc les dirigeants et les représentants de l'association, ne sont pas pour autant exonérés de toute responsabilité. Effectivement, il faut effectivement pouvoir prouver que ces représentants d'association sont bien auteurs ou complices de la faute qui aura été faite par l'association pour que leur responsabilité puisse être engagée. Donc, si c'est pas une faute qui est liée à leurs actions, effectivement, leur responsabilité pénale, elle, n'est pas engagée. Il n'y a que la responsabilité de l'association. Pour ce qui est de la responsabilité financière, normalement, de principe, les dirigeants d'association ne sont pas responsables personnellement des dettes de l'association ou du passif de l'asso. Pour en arriver à cette situation-là, il faut il y ait plusieurs conditions qui soient mises en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une insuffisance d'actifs de l'asso, il faut qu'il y ait une vraie faute de gestion de la part des dirigeants, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre cette faute de gestion et l'insuffisance d'actifs de l'association. En dehors de ça, effectivement, la prise en charge des dettes par les dirigeants d'association ne se fait pas. En termes d'assurance, comme je vous disais, l'assurance de votre affiliation, elle vous offre une assurance en responsabilité civile associative et une assurance en responsabilité civile personnelle des dirigeants. Et cette assurance, elle vous garantit vos droits de dirigeant. Et donc, du coup, elle vous couvre, pardon, sur toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient vous retomber dessus si vous faites subir à autrui un dommage ou un préjudice suite à une faute de gestion. Et c'est vraiment que dans le cadre de ces fautes de gestion qui sont commises et qui porteraient préjudice à un membre de votre association ou à une personne tiers. Cette assurance, elle vous couvre donc du coup pour les frais de recours et les frais de défense pénale. Et je rappelle aussi que chaque licencié a une assurance en responsabilité civile aussi, liée à sa licence, qui est comprise d'office, et qui le couvre aussi, lui, euh,
qui pourrait causer à d'autres personnes. Par exemple, deux personnes qui se percutent lors d'un entraînement et celle qui est blessée peut porter plainte contre l'autre et du coup, ça entraîne des démarches, des démarches juridiques. Donc, du coup, cette assurance en responsabilité civile liée à la licence peut effectivement prendre en charge aussi les frais liés à cette procédure juridique. Est-ce que sur cette partie des responsabilités de l'assurance, il y a des questions ou des demandes de précision, des choses qui vous sembleraient pas claires ou que l'on n'aurait pas évoquées? Sachant que vous avez aussi, je vais vous remettre le lien, une visio qui avait été faite avec l'assureur sur ces questions-là. Euh, je vais vous remettre le lien dans la conversation. C'était une des premières Et visios là, que pour le coup, ouais, j'avais rentrer animées. dans le détail de tout ce qui est compris dans l'assurance de la fédération. Absolument. Pas de questions, pas de main levée. Dans le chat, j'en vois pas non plus. Ah, non, Ok. c'est ton message. Donc, allez, Oui, c'est continuons. mon message. C'est bon. Donc, Alors, on sujet va partir suivant, les frais. sur la gestion des frais de bénévoles. Donc, le bénévole qui agit dans votre association peut avoir des frais qui est engagé par son activité bénévole pour votre asso. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour traiter ces frais. Vous avez le remboursement des frais sur note de frais. Vous avez le renoncement aux frais réalisé par le bénévole qui lui ouvre droit à une déduction d'impôt. Et vous avez aussi les dons en espèces, en nature, en numéraire. Voilà. Donc, pour bénéficier de tout ça, il y a un certain nombre de choses qui sont à faire. Hop, voilà. Donc, la première partie, le remboursement des frais. Bah, c'est très simple. C'est sur justificatif, remplissage d'une note de frais avec les pièces associées. Donc, si c'est sur un déplacement, il faut le ticket d'essence, il faut les tickets de péage, les tickets de repas, enfin voilà, tout ce qui est frais engagés dans sa mission soit notifié dans une note de frais. Pour les frais kilométriques, vous avez un barème fiscal qui est un barème qui est fixé par l'administration fiscale, qui est revu tous les ans. Je vous ai mis le lien vers la page et je vous ai aussi mis un lien vers l'espace documentaire Gérer mon club dans la boîte à outils, puisque vous avez un exemple de note de frais qui s'appelle FP3, le remboursement des frais bénévoles, qui vous permet du coup d'avoir un outil déjà clé en main pour faire vos notes de frais, si vous n'en avez pas dans votre association. Alors, quel est le montant pour les frais de repas? Une question de Sylvain. Oui. Ils sont à définir par les règles de la structure. Alors, ça peut être le règlement, il peut y avoir un règlement financier, c'est le cas par Mhm. exemple de la fédération. Il y a un règlement financier qui est adopté par le conseil d'administration et soumis ensuite à l'Assemblée générale. Dans des structures associatives, ça peut être un peu plus léger, mais c'est toujours intéressant malgré tout de bien codifier qui a accès à tel moyen de paiement. Si on dépasse un seuil déterminé, est-ce qu'il faut plusieurs signatures? Et au-delà, par exemple, à la fédération, au-delà d'une dépense de plus de 1500 euros, non seulement il faut deux signatures, mais il faut impérativement celle du président. Voilà. Bon, ça peut être des règles de cet ordre-là, et c'est aussi donc les règles, ce sont aussi pardon les règles de remboursement que l'on peut mettre en place, c'est-à-dire sur des frais de repas, sur des règles de remboursement sur des frais kilométriques ou ce genre de choses, ou également sur le privilégier les transports en commun, évidemment, privilégier les transports en commun urbain par rapport au taxi, enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent sembler évidentes, qui sont parfois un peu superflues quand on parle d'un club, qui peuvent plus se comprendre quand on parle d'une ligue, par exemple, ce genre de choses. Pouvoir aussi fixer des limites
à l'utilisation du véhicule personnel versus la location d'un véhicule, puisque c'est une règle qui est en vigueur, par exemple, la fédération. On constate que c'est moins onéreux pour la fédération à un certain stade de passer par une location de véhicules que de rembourser des indemnités kilométriques. Donc, pour la fédération, on parle de 800 km. Et au-delà de 800 km, effectivement, les personnes sont tenues de de louer un véhicule. Voilà. Donc, d'une manière générale, ce sont des règles qui sont assez larges. Par contre, sur les frais kilométriques, comme l'a souligné Marion, il y a un barème fiscal quand on utilise son véhicule personnel. Donc là, on n'est pas à ce moment-là remboursé de son ticket d'essence. On n'est pas remboursé de quoi que ce soit d'autre. On utilise son véhicule personnel et on va avoir un remboursement au forfait qui Mhm. va donc être fixé dans des limites fixées par l'administration fiscale. Donc, ça va dépendre aussi du nombre de chevaux du véhicule. Et donc, en fonction de ça, c'est le maximum. Le club peut décider d'indemniser un petit peu en dessous. Et c'est là que ça devient aussi très intéressant, parce que c'est quand même souvent le cas. Le barème de remboursement fixé par la structure associative est en deçà du maximum rendu possible par l'administration fiscale. Ce qui veut dire que pour des bénévoles qui voudraient à la fois bénéficier d'un mécanisme plus avantageux financièrement pour eux, mais également faire une économie à leur structure, à leur club, et dès lors qu'elles peuvent faire cette avance de frais, finalement, ça peut être plus intéressant de renoncer au remboursement par son club de frais ou son organe déconcentré de frais kilométriques et de se les faire rembourser par l'administration fiscale en suivant le barème fiscal, si celui-ci est plus avantageux que ce qui a été fixé donc par l'organe déconcentré. Donc voilà, pour la fédération, on est sur un 0,35 du kilomètre, quel que soit le type de véhicule, et le barème fiscal est bien au-delà. Donc pour quelqu'un qui a engagé par exemple des frais kilométriques sur un déplacement, et s'il peut attendre évidemment, parce que c'est pas toujours quelque chose de facile, mais il peut attendre et faire l'avance, si on peut dire, avant d'être remboursé. Mais du coup, il peut déduire cela de sa feuille d'impôt, ce qui peut évidemment être plus avantageux. Tout dépend là aussi évidemment des situations individuelles. Mais en tout cas, c'est quelque chose à regarder de près, sur lequel on voulait aussi attirer un peu votre attention. Mhm. Alors, on a des questions. Est-ce que les montants Oui, de frais de repas doivent être votés en assemblée générale ou est-ce que ça peut être décidé en conseil d'administration ou comité directeur? ça va vraiment dépendre de vos statuts et de Mm. votre... voilà, mais généralement, c'est plutôt voté par le conseil d'administration ou comité directeur. Euh, le sujet, est-ce que... Alors, si un bénévole vient se déplacer pour encadrer hebdomadairement, c'est ça? Oui, Son lieu de... est-ce qu'il sur un bénévole qui vient toutes les semaines pour encadrer une activité chez vous et qui fait un certain nombre de kilomètres toutes les semaines, est-ce que ça peut être donné droit à un remboursement ou à un reçu? Moi, je pense que sur ce type de frais, il vaut mieux l'encourager à faire un renoncement aux frais pour que ça soit si- beaucoup plus intéressant pour lui comme pour vous. Mais effectivement, il pourrait faire une demande Hmm, puisqu'il se déplace dans le cadre de son activité bénévole. Donc, ce n'est pas uniquement sur les compétitions, ça peut être sur tous les entraînements auxquels il est bénévole. c'est ça. Est-ce que tu as... donc, il y a la plateforme pour le faire. Il y a... Oui. il y a, Alors, il je y vais a- passer au renoncement aux frais après. D'accord, très bien. Donc, on y reviendra après. Puisqu'il y a aussi un SERFA qui est possible pour Oui. les... On va vous montrer Il ça. y a juste une question sur les barèmes fixés par la fédération pour les clubs. Est-ce Alors, qu'ils sont quelque part sur alors le là, site fédéral? Là, c'est le grand normalement. test, mais normalement, oui. Comment justifier le déplacement hebdomadaire d'un entraînement Regarde. régulier? Et ben, vous le justifiez par les plannings que vous avez mis en place en début d'année, qui identifient, si c'est un bénévole fixe toutes les semaines, bah, du coup, c'est lui qui est identifié sur ce créneau-là dans vos plannings et dans peut-être votre PV d'Assemblée générale parce que vous y stipulez qui encadre quoi. Et du coup, vous pouvez justifier effectivement de ces kilométrages-là avec son adresse et l'adresse du gymnase dans lequel il va encadrer ou du skatepark ou du lieu de pratique.
Donc pour le renoncement aux frais, effectivement, c'est un win-win en fait, je trouve sur cette option-là. C'est-à-dire que du coup, le bénévole, il renonce à se faire rembourser directement les frais qu'il a engagés pour l'association et il en fait don à l'association. Donc du coup, pour le bénévole, il a juste à remplir une note de frais avec son justificatif de déplacement et autres. Et pour le club, vous avez l'obligation de déclarer tous les dons que vous allez recevoir. Et vous devez émettre un reçu fiscal pour vos bénévoles qui décident de faire un renoncement aux dons. Euh, Lui, ce reçu fiscal, ça lui permettra de justifier auprès des impôts, si jamais il a un contrôle, qu'il a bien fait don à l'association de ces frais-là. Vous avez une obligation d'aller sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée qui vous permet d'aller déclarer chaque année tous les dons que vous allez avoir reçus. Donc c'est une déclaration qui est assez simple parce que vous le faites pas un par un, vous donnez le nombre de dons que vous avez reçus, le montant cumulé sur l'année c'est du déclaratif, mais vous devez bien avoir la copie pardon, des reçus fiscaux que vous avez émis et des notes et des justificatifs pour que si jamais vous avez un contrôle, vous puissiez justifier de tous ces dons-là, de tous ces dons. Donc, quand vous êtes en année civile, parce que je sais que c'est le cas pour certains organes déconcentrés, vous avez votre exercice qui s'arrête au 31 décembre et vous avez ensuite 3 mois pour déclarer tous les dons que vous avez reçus. Et quand vous êtes en année sportive, à partir du 31 août, vous avez aussi 3 mois pour faire votre déclaration. Je vous ai mis le lien vers le site parce que tout est aujourd'hui dématérialisé. Et vous avez aussi le lien vers le guide utilisateur pour que ça soit simple et que vous puissiez suivre étape par étape la démarche pour déclarer les dons que vous avez reçus. Et vous avez dans la rubrique Gérer mon club, boîte à outils, vous avez une fiche de renoncement aux frais qui est donnée à titre d'exemple et que vous pouvez utiliser pour faire vos renoncements aux frais auprès de vos bénévoles. Question pratique, c'est la saison des impôts. Est-il encore possible de prendre en compte des renonciations à remboursement de l'année Alors, 2024? c'est la saison des fraises, c'est pas la saison des impôts, mais effectivement, c'est la période où on remplit. Oui, Alors, tant que la déclaration d'impôt n'est pas fermée, les gens peuvent effectivement toujours revenir voilà. dessus pour modifier leur déclaration. Mm. Mais certains points ne donnent pas de barème. Par exemple, il est indiqué barème de remboursement des frais de restauration et d'hébergement. Oui, Oui, d'accord, ok. Ça, c'est sur le. effectivement. C'est un autre document qui est voté par le conseil d'administration. Pour les frais d'hébergement, pour la fédération, c'est. Alors, les frais de repas, c'est 16 euros par repas. Mais ça, tu dois l'avoir vu, Lionel, puisque en tant que juge, tu as dû y être confronté. Et sur l'hébergement, alors ça va dépendre si on est en week-end et on est en semaine, et si on est en province ou si on est pardon, en région Île-de-France. Et pendant ce temps, je suis en train de te chercher l'information directement pour te répondre. Euh, Hop. Et donc, pour les frais de déplacement, ce que j'ai indiqué, 16 euros. Frais d'hébergement en semaine, 100 euros Île-de-France, 80 euros en province, en week-end, 80 et 60. On dépend d'un omnisport Ok. qui ne veut faire que des Euh, renoncements, non, des rendements. alors, sur les omnisports, ou même sur vos associations qui ne souhaitent pas prendre en compte les bénévoles, enfin les parents ou bénévoles qui font le trajet en dehors du bus utilisé par l'association, par exemple, ou du convoi qu'ils font. Alors, soit il faut leur demander déjà pourquoi ils ne le prennent pas en compte, parce que si c'est une question financière, parce qu'ils ne peuvent pas rembourser les frais de tout le monde, c'est là où c'est intéressant de leur parler du renoncement aux frais, parce que du coup, là, pour le coup, ça leur coûte rien et c'est un avantage pour vous.
Alors après, par contre, si vous êtes, sur les frais qui sont engagés, il faut vraiment que ça soit des frais bénévoles. C'est-à-dire que si vous êtes parent et que vous déplacez votre enfant de chez vous jusqu'à la compétition, ça ne rentre pas dans une activité bénévole. Par contre, si vous êtes sur du covoiturage, que vous avez l'autorisation de l'association de covoiturer un certain nombre de compétiteurs ou d'entraîneurs, là, vous rentrez dans le cadre d'une mission bénévole. Il faut bien faire attention que le remboursement des frais ou le renoncement des frais ne concerne que des frais engagés dans le cadre de bénévolat de l'association. Donc, il faut vraiment qu'on soit sur ce genre de choses. Oui, Cédric. Oui, bonjour. Je reviens sur ça. Du coup, moi, je parlais bien sur les renoncements de frais. Mhm. Nous, l'Omnisport veut bien faire et prend en compte les renoncements de frais sur des bénévoles, comme tu as dit, qui font du covoiturage Ouais. pour partir du club et aller sur un lieu de compétition et le retour. Par contre, un entraîneur bénévole qui vient 2 fois par semaine, qui fait le chemin de chez lui au club et qui revient et qui entraîne bénévolement, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas le prendre en compte. Même sur du renoncement aux frais. Oui, oui, Ok. sur, sur du remboursement, nous, en tant que section, on fait ce qu'on veut, on est libre. Sur Mhm. le renoncement de frais, vu que ça passe sur la plateforme, il n'y a que l'Omnisport qui a la main dessus. On n'a pas d'entité juridique pour le faire. Et on est obligé de passer par eux. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils nous envoient un D'accord. document à remplir où dessus, c'est déjà préprogrammé. Lieu de départ, c'est le lieu de la ville où on est. Et le lieu où on va, c'est forcément un lieu où il y a un match du coup. Ok. Mais là, c'est de Je la sais pas, politique interne d'association. ouais, Euh, je sais pas comment on peut leur faire comprendre que, a priori, ça existe, on peut le faire. Nous, ils Bah nous ont dit après, que est-ce que non, c'est parce c'est pas qu'ils veulent possible en pas fait. avoir parce qu'en fait après ça entraîne du travail administratif derrière parce qu'il faut quand même effectivement récupérer les notes de frais Oui, justificatifs et émettre les reçus fiscaux. Donc est-ce que c'est une question administrative et qu'ils souhaitent pas parce qu'en plus une omnisport j'imagine que du coup ils ont beaucoup de sections et que si tout le monde oui. s'y met effectivement ça peut commencer à faire à être chronophage. Il y a peut-être cette question-là. Il faudrait peut-être creuser le sujet avec eux pour voir. Et des salariés, ils sont là pour ça aussi. Mm, Et Hmm. oui, je sais pas, on sait pas, on n'a pas d'explication. Du coup, je vais mm. profiter de ça pour essayer de les relancer. Mais bon, Ok. ok, merci en tout cas. Alors, la question Kevin sur est-ce que les sponsoring et mécénats sont à déclarer sur cette plateforme? Alors, le sponsoring, normalement, non, puisque du Non. coup, le don, ça ne doit pas avoir de contrepartie. Donc, le sponsoring, normalement, vous recevez une somme d'argent d'un sponsor en contrepartie de quelque chose. C'est le principe du sponsoring. Il faut vraiment que ça soit un don euh, sans aucun retour. Peut-on déclarer les kilomètres pour se rendre à l'AG? Bah là, c'est le même système. Si vous êtes adhérent et que vous allez à l'assemblée générale de votre association, non, vous ne pouvez pas faire une note de frais pour ça. Euh, les dirigeants de l'association, par contre, eux, peuvent le faire, puisque du coup, ils organisent, ils participent à l'assemblée générale en tant que bénévole de l'association et dirigeant. Mais un adhérent lambda, non, ne peut pas le faire. Ok. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors. Sur la partie dons, justement, vous avez différents types de dons qui peuvent être faits. Vous avez le don en argent, espèces, chèques ou autres. Alors, euh, qui... pardon, Oui, pour Sylvie, il y a une question qui arrive, juste pour qu'on on fasse la séquence. Oui, oui. justement, les frais de repas et d'hébergement, alors voilà, soit évidemment on les fait rembourser sur facture, etc., soit on fait un abandon de frais bien conservé. Par contre, tout le détail des factures, c'est important voilà, pour permettre Le justifier. de justifier s'il vient y avoir un contrôle. Donc, je disais sur le don en argent, peu importe la raison de ce don que l'association reçoit, il ne doit donner aucune contrepartie. Sinon, vous ne pourrez pas faire une défiscalisation de ce don pour le donateur. Ça ne peut pas s'agir de la cotisation au club, parce qu'on a eu pas mal de questions
par rapport à ça dernièrement. Si la cotisation au club pouvait être déductible des impôts, non, ce n'est pas possible puisque l'adhésion au club vous donne accès à un certain nombre de services au sein de votre association. Donc du coup, ça peut pas être déductible. Et c'est la même chose sur la licence fédérale. Elle ne peut pas faire l'objet d'une déduction d'impôt puisque la licence fédérale vous donne accès aux formations, aux circuits de compétition, à une assurance. Donc du coup, c'est pareil, c'est pas possible de faire un renoncement et une déduction fiscale là-dessus. Vous avez un autre don qui est possible, ce sont des dons euh, engagés par le bénévole. Par exemple, s'il est parti réaliser une formation euh, dans le cadre de sa, enfin, pour évoluer et se qualifier pour sa mission de bénévole. Typiquement, votre trésorier qui va se faire une formation comptabilité associative pour pouvoir gérer d'une main de fer la trésorerie de votre association. Eh ben, il peut faire un renoncement à ses frais, c'est-à-dire que lui, il va engager les frais pour faire cette formation et il peut faire don de ces frais-là à l'association et ne pas demander à l'association de prendre en charge ses frais de formation. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être déduit euh, de ses impôts sur justificatif, effectivement, donc justificatif de sa participation et de son paiement. Et vous avez aussi tout ce qui va être don en nature, c'est-à-dire du don de matériel, euh, du don, principalement c'est ça en général, de matériel. Le plus compliqué là-dedans, c'est de pouvoir justifier de la valeur de ce qui vous est donné. Donc si vous avez un adhérent qui vous donne un pack de 10 paires de rollers avec les protections qui vont avec, il va falloir que vous puissiez estimer de manière assez fiable le montant de ce matériel qui vous est alloué pour pouvoir lui faire effectivement un reçu fiscal pour le don de ce matériel. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Je voulais juste vous faire un petit quand même rappel sur les opérations et les obligations comptables par rapport à ça. Que les notes de frais elles soient remboursées ou elles fassent l'objet d'un renoncement aux frais et donc une émission de reçu fiscal, vous avez l'obligation de bien les enregistrer dans votre compte de résultat et dans votre comptabilité. Il faut que vous ayez effectivement le montant de votre dépense et en charge et le montant équivalent en produit si c'est du renoncement aux frais. C'est vraiment obligatoire. Du coup, vous avez une obligation de conserver tous ces documents 10 ans, puisque les documents comptables sont à conserver 10 ans pour les associations. Et ça vous permettra de pouvoir le justifier en cas de contrôle URSSAF notamment. Je vous ai mis le lien d'ailleurs ici du reçu fiscal pour que vous puissiez aller le télécharger. C'est un formulaire SERFA type qui est fourni par l'administration. Vous avez une autre option qui existe aussi pour les frais de bénévoles et notamment ce qu'on appelle les chèques repas bénévoles. Il faut que ça soit adopté en assemblée générale. Ça ne peut pas être décidé par votre conseil d'administration ou par votre bureau. Euh, c'est un, c'est un peu comme les tickets restaurants pour les salariés. C'est un peu le même système. Vous avez différents prestataires qui proposent ce type de chèque repas. Le montant ne peut pas excéder 7,30 € par repas, donc par ticket. C'était le barème de 2024. Je n'ai pas trouvé le barème 2025, donc je pense qu'il doit être à peu près équivalent. Euh, et tous les bénévoles de l'association peuvent en bénéficier, sauf les dirigeants d'associations qui sont rémunérés. Donc pour pouvoir utiliser ces chèques repas, il y a un certain nombre de conditions qui sont à remplir. Il faut que les bénévoles exercent une activité régulière de bénévoles pour pouvoir utiliser ces chèques repas. Ils ne peuvent utiliser qu'un seul chèque repas par repas. Ces chèques sont nominatifs. Ils ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf exception.
et ils ne sont utilisables que dans le département du lieu de travail des bénévoles. Alors, c'est pas le lieu de son travail en entreprise, c'est du lieu du travail de l'association. C'est vraiment. Et c'est sauf exception, effectivement, mais voilà, c'est à utiliser dans votre département d'association. Et évidemment, les bénévoles qui quittent l'association doivent remettre tous les chèques repas que vous leur avez donnés non utilisés quand ils s'en vont et qu'ils ne sont plus bénévoles chez vous. Pour pouvoir en bénéficier au niveau des clubs, donc il faut l'adopter en assemblée générale. Et ces chèques repas, ils sont intégralement financés par l'association. Par contre, c'est exonéré de charges fiscales, de cotisations et de contributions sociales. Donc voilà, c'est pas et pour le bénévole surtout, c'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Donc c'est vraiment un avantage qui lui est offert en tant que bénévole de votre association. Ok. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur ce chèque repas bénévole? Non, Mm, pas exactement là-dessus, mais il y a deux questions qui ont trait aux aspects financiers avant qu'on les quitte. Donc, il y avait une mhm. question tout à l'heure de Lionel et qui rejoint un petit peu la question de Kevin sur est-ce que l'on peut pratiquer des réductions pour des bénévoles, Ah, sur les avoir cotisations une club. cotisation par exemple, ou voilà des tarifs d'inscription. Et Kevin, lui, évoquer des gratuités Mhm. octroyées à certains dirigeants. Euh, voilà, on peut penser peut-être des gratuités pour participer à un match ou enfin, pour assister à un match ou ce genre de choses, j'imagine, ou peut-être t-shirt du club. Enfin, Mm, il peut y avoir plein de situations. Donc là, on ne se situe pas dans le renoncement aux frais, on ne se situe pas dans des remboursements, puisque c'est un cadeau qui est fait à des adhérents, dès lors que la mesure elle est proportionnelle, qu'il ne s'agit pas d'un avantage en nature. Raisonnons par l'absurde, hein, là aussi, que parce que le président du club est très investi, le club lui met à disposition une voiture. Bon, là, on sera dans autre chose. On sera dans une convention réglementée, ça doit être adopté en assemblée générale, ça fait l'objet d'une déclaration fiscale, etc. Voilà. Si c'est maintenant d'offrir des places, parce que tous ceux qui sont bénévoles au cours de l'année, moi je ne sais pas sur telle ou telle discipline, ils peuvent participer aux compétitions ou aux finales ou ce genre de choses, ou alors on offre la licence. Ça relève plutôt d'une organisation et d'une politique du club pour fidéliser et récompenser, remercier ses bénévoles. Donc on n'est pas dans ce régime-là et c'est à la discrétion du club dès lors que ça va être raisonnable, raisonné et que ça ne voilà, ça ne rentre pas dans les cas que que peux citer qui représentent un véritable avantage en nature, quoi. Et que c'est surtout lié aux activités du club. Alors après, pour la question sur les dirigeants qui peuvent avoir des gratuités pour services rendus, il y a la possibilité dans vos statuts d'association de définir ce qu'on appelle des membres d'honneur et qui permettent effectivement de leur allouer d'office l'adhésion dans votre Mm. association. Mais il faut que ça soit stipulé dans vos statuts, que vous puissiez notifier ce que vous entendez par membre d'honneur pour que ça soit, vous puissiez bien identifier qui et que ça soit noté que ils sont membres, enfin adhérents d'office de votre association d'une année sur l'autre. Mm. Euh, et c'est bien, même si on vient à faire, voilà, à acheter des cadeaux, de ce genre de choses, que ce soit fait, si par exemple, que déjà ça fasse l'objet d'une décision, qu'on formalise du conseil d'administration et qu'on raisonne pas évidemment au coup par coup. C'est-à-dire que par exemple, on décide que, tiens, prenons un club de rando, tous ceux qui font le staff des randonnées, mais ils ont réduction de moitié, par exemple, sur la cotisation du club. Bon, mais voilà, c'est une décision qui est prise. Il y a un tarif qui est voté en conseil d'administration, PAM, et puis après, on l'applique au moment de l'inscription. Voilà. C'est la meilleure manière de le faire, ce qui évite toute difficulté par ailleurs à ça. Ensuite, il y avait Evelyne qui avait prévu de mettre le feu à son gymnase, a priori, avant de Oui, l'inonder. j'ai Euh, répondu qu'il y avait une option ouais. possible complémentaire que vous pouvez souscrire auprès de l'assureur
qui est une option pour les locaux. Oui, Et donc là, le mais tarif est en attention, fonction de la... attention, le gymnase, il doit pas appartenir, il doit appartenir à la ville de Toulouse, j'imagine. Donc, il ne s'agit pas d'assurer quelque chose qui ne t'appartiendrait pas, Evelyne, Mhm. mais bien le matériel à l'intérieur de voilà, de ce gymnase. Si, c'est peut-être quelque chose qui, d'ailleurs, peut être demandé éventuellement dans les conditions de mise à disposition, des locaux. Oui, ça vaut aussi pour les locaux que vous louez et qui Oui. ne sont pas mis à disposition par une collectivité. Mm. Donc dedans, le tarif, en fait, il est en fonction de la taille des locaux et du montant de matériel que vous entreposez à l'intérieur. Oui, Kevin. Un, deux. Oui, Mince. Oui, vous m'entendez? oui. Un peu loin, mais on entend. Ok. Oui, si. Moi, j'ai une question, c'est relative à l'assurance. Alors, désolé, j'ai pas pu avoir la référence avec votre assureur lors d'une dernière précédente visio. Toutefois, là, je m'interroge sur une situation qu'on va peut-être amener à être sujet. C'est que j'ai des adhérents qui font partie d'un autre club, la possibilité de nous rejoindre en saison prochaine. Et je voudrais effectuer un stage avec ces jeunes sur cette fin de saison. Je voulais savoir il fallait mettre en place une assurance complémentaire, les assurer du fait qu'ils ne sont pas adhérents à notre structure. Et sachant qu'en doublon, nous, on a une assurance, un assureur extérieur que l'assurance propre à l'affiliation de la Fédé, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils sont Ouais, licenciés. alors non, t'as pas besoin à partir du moment où ils sont licenciés à la fédération. Alors ils sont certes rattachés euh, à un club, mais leur licence, elle vaut pour tous les clubs de la fédération en fait. Donc toi, tu es couvert pour les accueillir et eux, ils sont couverts. Tu es couvert avec ton assurance de club et eux, ils sont couverts en plus avec leur assurance de licence. Alors, est-ce Donc que il n'y je a peux pas avoir... besoin à partir du moment où ils sont licenciés, il n'y a pas besoin d'avoir une assurance complémentaire. D'accord, il n'y a pas de contrat même, enfin, je ne veux pas dire factice, parce que c'est induit déjà dans la souscription qu'on fait à l'année, mais est-ce qu'il y a un écrit en mentionnant les noms et prénoms des 10 adhérents qui vont rejoindre ce stage au sein de notre structure pour Non. que ça puisse être cadré? Non, il n'y a pas Non. d'obligation? Mais s'ils sont licenciés par ailleurs, il y a pas de souci. Ensuite, D'accord. s'ils venaient à ne pas être licenciés parce que ils sont, moi je suis pas dans un club affilié à une fédé affinitaire par exemple et qui sont pas Oui. à la FFRS, à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de prendre les formules Roller Day ou Ouais, Skate Day. assurance journalière. Qui revient effectivement à une assurance journalière. Alors le principe, il est assez simple. On va mettre le lien, comme ça permettra à tout le monde de pouvoir retrouver le dispositif. Euh, le principe, c'est que ça peut aller jusqu'à 5 jours et ça permet, c'est ce qu'on appelle un autre type de participation. C'est-à-dire, c'est pas une licence, mais c'est une autre forme d'engagement. Voilà, ça existe dans plein de fédés. Et le Roller Day, c'est contre en fait cette participation qui est de quelques euros, qui est assez symbolique. Donc on a l'assurance journalière. Ça ne permet pas de participer à des compétitions, ça n'ouvre pas des mêmes droits que pour des licenciés, mais par contre, ça permet comment dire, d'être couvert en termes d'assurance. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une formule qui est assez souple. Donc elle peut être pour 1 à 5 jours. Et le club qui va organiser l'activité, il suffit juste qu'en amont de l'événement, ça peut être la veille, hein, il déclare sur la plateforme donc l'événement, il l'enregistre. Et une fois qu'il est enregistré sur Rollscanet, il n'est pas obligé d'inscrire les participants. Il peut le faire le premier soir du stage, par exemple. Donc, dit Il faut le autrement, faire, vous avez jusqu'au soir du premier voilà, jour. du premier jour. Donc, ça veut dire que très concrètement, vous avez proposé un stage à plein de gens. Vous ne savez pas exactement qui va vraiment venir, voilà, parce qu'on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute, par exemple. Bon, ben à ce moment-là, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir inscrit les gens avant que le stage ne démarre. Par contre, il faut que le premier soir, vite, tout soit rentré pour que le deuxième jour, par contre, on ait à la fois l'événement de rentrée et à la fois donc l'ensemble des participants à ce stage. Alors, je m'excuse de continuer un peu leur piste, mais je profite que la question est en cours. Pour le coup, dans le projet, alors peut-être pas la saison prochaine, mais d'ici 2 ans, de remettre en place un tour sans roller, qui est en plus appuyé par la Fédé. Ça revient à avoir cette assurance, on va dire, dite événementielle pour pouvoir couvrir des gens, style sur une randonnée populaire, qui viennent de l'extérieur avec juste un certificat médical.
pouvoir exercer sur un temps dédié à Ouais. cette Alors, randonnée populaire, pour donc des, d'être é- couvert. ouais, pour des événements de plus grosse envergure, vous pouvez prendre une garantie pour manifestation ponctuelle qui vous permet de couvrir de 50 à 300 personnes non licenciées qui viendraient sur votre événement. Et là, vous n'avez pas besoin de connaître leur nom, prénom et leurs informations. Vous êtes couvert pour 50, 100, 200, 300 personnes non licenciées qui viendraient sur votre événement. Et ça, Et auprès de mon assureur, Oui, ok, auprès de la Maïf, vous avez jamais. des formulaires de souscription qui sont d'accord, disponibles pour ça. ok. Mais Voilà. il faut bien avoir en tête qu'il y a deux types d'assurance. Il va y avoir celle du club en tant qu'organisateur de l'événement. Ça, vous êtes, quand vous accueillez sur des journées promotionnelles, etc., c'est pris en compte par le contrat d'assurance. Quand on est organisateur de randonnée roller, par exemple, ça a été cité tout à l'heure, on peut aussi, on est couvert par le contrat d'assurance. Après, il y a la question de l'assurance individuelle des personnes qui vont donc sur les dommages corporels, en fait. C'est ça. Votre L'assurance responsabilité, elle individuelle est accident. toujours couverte. Individuel accident. C'est-à-dire qu'en gros, le club, il est couvert si, par exemple, tout à l'heure, je disais un moniteur qui fait un geste, qui essaye de rattraper quelqu'un, voilà, mais bof, il fait tomber la personne, voilà, le club est couvert. Maintenant, il y a la question de la personne qui tombe toute seule et Oui. qui se fait mal. Eh bien, bon, elle peut évidemment avoir la sécu, elle aura la mutuelle, tout ça, et ensuite, en troisième rideau, vient éventuellement une assurance spécifique. Donc, si elle est licenciée, il n'y a pas de problème, c'est l'assurance de la licence, quel que soit le club d'origine qui prend en compte. Ça, c'est pas un Si elle souci. a souscrit à l'individuel accident. Exactement, oui, puisqu'on peut D'accord. toujours aussi la refuser. Et puis, par contre, si cette personne n'est pas licenciée, effectivement, il est possible pour le club de souscrire ces garanties complémentaires au contrat que vient de citer Marion, notamment pour des randonnées aussi, c'est possible de couvrir en individuel accident les participants, quels qu'ils soient, et donc de couvrir ceux qui ne sont pas licenciés également en individuel accident. Alors, c'est une tranquillité d'esprit, c'est un service qu'on offre aux participants, mais qui n'est pas obligatoire. Ok, Mm. très Voilà. bien. Bah, merci de Donc, m'avoir éclairé sur ce point. voilà. Donc, c'est pour ça. On est couvert en tant qu'organisateur. Et après, la question, c'est de savoir si, pour des gens qui ne sont pas membres du club, qui ne sont pas licenciés, si on veut les couvrir en individuel accident, ou alors si on considère que bah, voilà, ils ont choisi ce système de participer à un événement, mais sans être membre du club. Donc, c'est à eux de se garantir leur risque, quoi, et pas forcément au club. Ça, c'est un vrai débat. Voilà, on n'a pas à le trancher. Nous, on propose en tout cas, à travers l'assurance, la possibilité de couvrir. Ça peut être aussi une tranquillité d'esprit. Ça évite des brouilles, éventuellement, ou ce genre de choses. Ok, très bien. Bah, je vous remercie. De rien. Alors, on va passer à la suite. Ouais. On va essayer d'accélérer un peu. Si. Tac. Donc, dans les outils qui sont à votre disposition, vous avez l'espace Gérer mon club sur le site de la fédération, dans l'espace documentaire. J'espère que aujourd'hui vous êtes tous au courant de cet espace. Si vous avez un certain nombre de rubriques qui sont à votre disposition, vous avez une boîte à outils avec plein de fiches pratiques pour vous aider. Vous avez un guide de la vie associative. Vous avez toutes les données et documents de la saison en cours dans Gérer sa saison sportive. Vous avez des outils pour vous aider à recruter et fidéliser. Donc là-dedans, on y retrouve les roues fédérales, les roller mix, les kids hockey, oui, kids hockey. Vous avez une rubrique s'entraîner, s'améliorer. Là, vous avez du coup des vidéos de progression et d'apprentissage sur le roller et sur certaines disciplines avec les dispositifs propres à chaque commission sportive. Vous avez des rubriques sur le financement, sur la communication, sur les formations. Enfin voilà, c'est une espèce de grosse boîte à outils je veux dire. Hein. qui répond à Et un sinon, certain nombre de ben, vos questions. Hop. Vous avez aussi un certain nombre de plateformes d'engagement bénévole aujourd'hui qui sont à votre disposition parce qu'on sait que c'est toujours compliqué d'en trouver. Donc, au-delà de recruter des bénévoles dans votre association, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui vous permettent de mettre en avant vos besoins en bénévoles et qui vous permettent de récupérer des gens qui pourraient rechercher des missions de bénévoles sans forcément connaître votre association. Donc la plupart des plateformes fonctionnent de la même manière. Vous avez une présentation de votre association, une présentation de vos besoins et vos contacts. Et les gens, en fait,
peuvent venir, entre guillemets, postuler pour devenir bénévole chez vous. Ça peut être pour un événement, ça peut être sur du ponctuel. Et ça peut être sur des missions à plus ou moins long terme. Donc, je vous ai mis un peu différentes plateformes. La liste est non exhaustive, mais vous avez des plateformes qui sont plutôt sur du moyen long terme. Si vous cherchez à avoir des bénévoles vraiment investis tout au long de l'année dans votre association, ou si vous recherchez des bénévoles de manière plus ponctuelle sur un événement. Et il y a même des plateformes qui sont pour le mécénat de compétences. Donc vous connaissez peut-être ou peut-être pas ce système. Le mécénat de compétences, c'est une personne salariée dans une entreprise qui vient mettre à disposition ses compétences professionnelles chez vous. Je sais que ça fonctionne pas mal sur si vous avez du mécénat de compétences sur du site internet, sur de la communication, sur voilà, ce genre de choses. Vous pouvez avoir des gens qui viennent, qui sont détachés de leur entreprise. Alors très souvent, le mécénat de compétences, ça concerne des personnes qui sont en pré-retraite et qui du coup sont intéressées pour faire autre chose ou pour préparer un peu leur retraite, etc. Voilà, donc c'est des plateformes qui vous permettent de rentrer en contact avec ces gens qui veulent donner du temps et mettre à contribution leur expérience et leurs compétences. Je voulais terminer par un point recrutement, fidélisation des bénévoles, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué dans les associations, ces deux sujets. Donc, on vous a préparé un peu les grandes étapes de recrutement de bénévoles. Et alors des fois ça peut paraître très professionnel comme processus, mais ça vous permet vous de bien structurer en fait ce dont vous avez besoin et de pouvoir bien accompagner les gens que vous allez recruter en tant que bénévole. Donc la première étape en fait pour vous en tant qu'association, c'est de vraiment déterminer vos besoins. Donc il faut que vous identifiez les tâches pour lesquelles vous allez avoir besoin de bénévoles, combien de personnes ça va requérir, à partir de quand vous allez en avoir besoin, jusqu'à quand, le nombre d'heures que ça peut prendre par semaine, la description un peu de cette tâche. Voilà, ce qui est bien, c'est de vous faire un tableau et de pouvoir référencer un peu tous les besoins qu'il y a dans votre association. Donc ça vous demande déjà de faire un gros travail en interne avec tous vos bénévoles existants pour essayer d'identifier voilà, les besoins qu'il y a dans vos différents pôles d'activité. Suite à ça, ça vous permet de pouvoir créer une espèce de petite fiche de poste sur laquelle vous allez pouvoir détailler les responsabilités du bénévole, les responsabilités que le bénévole aura pour accomplir sa tâche, les compétences que vous allez attendre là-dessus, la qualification que vous aimeriez qu'il puisse avoir, les horaires que vous allez pouvoir lui proposer si c'est une mission bénévole qui est assez régulière. La supervision qu'il va pouvoir avoir, les personnes qui vont pouvoir être référentes avec lui, etc. Voilà, c'est un peu la fiche de mission que vous allez pouvoir créer pour toutes les tâches que vous allez avoir, toutes les tâches que vous aurez identifiées. Derrière, vous allez pouvoir utiliser différents canaux de communication pour recruter vos bénévoles. Donc, vous avez les plateformes de recrutement dont je vous ai parlé. Ce qui marche beaucoup, c'est les réseaux sociaux aussi. Et réseaux sociaux, en fonction du réseau social que vous allez utiliser, vous n'allez pas toucher la même population. On va dire que tout ce qui est Facebook, c'est plutôt une population de quadra. Et alors que tout ce qui va être Instagram, vous êtes plutôt sur une génération de jeunes, donc qui vont avoir la vingtaine. Donc en fonction voilà, des réseaux que vous allez utiliser, vous allez avoir des profils différents qui vont venir, qui vont répondre à votre recherche de bénévoles. Vous pouvez aussi créer des formulaires, des formulaires qui vous permettront de récupérer les informations de vos bénévoles. Alors, si vous passez par les plateformes de recrutement, bah, ces formulaires sont déjà dans les plateformes. Si vous passez par les réseaux sociaux, vous pouvez créer des formulaires en ligne sur lesquels vous allez pouvoir récupérer les informations des bénévoles, les missions sur lesquelles ils sont intéressés. Et si vous n'avez pas identifié de mission particulière, vous pouvez leur demander qu'est-ce qui les intéresserait. Parce qu'il y a des gens qui vont rechercher des missions de communication, d'autres qui veulent être sur les événementiels, etc. Donc voilà, vous avez aussi cette possibilité de créer des formulaires. Moi, je conseille plutôt en ligne parce que du coup, ça vous permet de toucher un large public. Et derrière, quand vous réfléchissez à votre recrutement de bénévoles, il faut aussi que vous pensiez à l'accompagnement que vous allez faire de ces bénévoles.
Souvent, il faut réfléchir à est-ce que je mets en place un, des formations, parce que dans ma structure, il y a des formations sur la sécurité, est-ce que sur le fonctionnement de l'association, parce que ça se trouve, c'est un bénévole qui vient et qui sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc, est-ce que moi, je vais l'accompagner et le former, ou est-ce que je vais lui faire suivre des formations pour qu'il comprenne un peu dans quoi il s'est embarqué? Euh, Vous pouvez mettre en place des plannings, de l'organisation du travail, avec des temps d'échange et de rencontre avec vos bénévoles, parce que c'est des moments aussi qui vont vous permettre de voir avec eux ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Vous pouvez mettre en place des tutorats avec des bénévoles aguerris, on va dire, qui vont pouvoir prendre en main quelqu'un, le former pour être en binôme ou pour remplacer quelqu'un qui souhaite s'en aller. Voilà. Et il y a aussi une question à réfléchir sur tout ce qui va être avantages que vous pouvez proposer à vos bénévoles. On en parlait tout à l'heure sur de la gratuité sur des matchs ou sur des événements. Est-ce que les bénévoles chez moi, je leur offre des vêtements de l'association pour pouvoir les identifier? Est-ce qu'ils ont accès voilà, à la gratuité des événements? Est-ce que je leur fais des recommandations? Parce que un bénévole qui est chez vous depuis un certain nombre d'années, peut-être qu'il veut valoriser cette expérience-là auprès de candidatures professionnelles. Donc, il peut vous demander, vous pouvez lui faire des lettres de recommandation pour son activité de bénévole. Euh, et aussi, en fonction du réseau que vous avez dans votre association, vous pouvez aussi lui faire bénéficier d'opportunités professionnelles. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu plus abstrait, mais dans toutes les associations, on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui recherchent du travail ou quoi, et ça peut être aussi un avantage que vous avez de mettre en réseau les bénévoles que vous avez et les adhérents que vous avez chez vous qui peuvent leur offrir des opportunités professionnelles. Du coup, quand vous avez recruté tous vos bénévoles ou que vous en avez depuis un certain temps, la question c'est comment vous allez pouvoir les fidéliser et maintenir leur engagement bénévole au sein de votre association. Et en fait, tout ça, ça passe par un certain nombre d'actions que vous pouvez mettre en place. La première, c'est de mettre en place votre culture du bénévolat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des événements de valorisation ou de reconnaissance. Alors, c'est pas forcément un événement spécifique, mais ça peut être lors de votre assemblée générale où vous allez mettre en avant tous les bénévoles de votre association ou un ou deux bénévoles en particulier pour un projet en particulier qu'ils auraient mené cette année. On parlait de l'opportunité de réseautage et, euh, et voilà, c'est des événements sur lesquels vous allez pouvoir les mettre en avant et tout ça, ça contribue à maintenir leur intérêt euh, pour votre association. Il faut surtout effectivement mettre en place de la communication régulière. Donc, c'est-à-dire que les bénévoles, ils aiment bien être informer des prochains événements, des projets, des réussites de l'association, de tout ce qui va se mettre en place ou qui est en cours, et pas simplement les appeler pour tenir la buvette le samedi soir parce que on est en rade. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir créer un échange d'informations et pouvoir les intégrer de manière plus efficace dans tous les projets parce que plus vous allez les informer et plus ils vont peut-être euh, se proposer pour s'investir et pour intégrer des groupes de travail ou des projets que vous allez mettre en place. Et en plus de créer un échange d'informations entre vous, ça vous permet aussi d'entendre leurs remontées par rapport à leurs besoins, par rapport à des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Euh, Ça vous permet d'identifier voilà, les domaines sur lesquels vous allez pouvoir vous accompagner, vous allez pouvoir vous améliorer pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Euh, Vous pouvez mettre du coup un certain nombre de choses en place avec des sondages, avec des réunions ouvertes, avec des formulaires, des boîtes à questions, des boîtes à suggestions, qui vous permettent aussi de récupérer un certain nombre d'idées qui pourraient venir de vos bénévoles et qui vous permettraient de prendre en compte leurs besoins.
Vous avez aussi la possibilité de reconnaître ceux qui se démarquent. J'en parlais pour l'Assemblée générale. Euh, Vous pouvez attribuer des prix du bénévole. On en parlera puisque la fédération elle a mis en place des médailles d'honneur, donc on verra juste après. Vous avez la possibilité de les inviter sur des événements spéciaux euh, et voilà, d'en mettre quelques-uns plus en avant que d'autres. Par contre, attention sur ce volet-là. Quand vous mettez des bénévoles en avant plus que d'autres, il faut bien que vous puissiez justifier auprès de tous pourquoi eux et pas les autres et que cela soit accepté par tous, parce que sinon, après, derrière, vous allez créer de la frustration et de l'incompréhension. Donc, c'est vrai que voilà, c'est toujours deux poids, deux mesures. Enfin, c'est toujours à mettre sur la balance. Donc, j'en parlais. Je vais passer à la main à Stéphane, puisque c'est Ok. les médailles d'honneur, c'est son sujet. Alors, on a souhaité effectivement une fédération, s'il y a bien une chose qu'elle sait faire, c'est à travers ces différentes instances, c'est de récompenser des personnes. Alors d'habitude, c'est plutôt pour saluer une performance sportive, mais on a souhaité mettre en place, il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, donc un mécanisme de médaille d'honneur de la fédération. L'objectif de ces médailles, donc, c'est pour des personnes qui sont bénévoles, hein, qui ont un engagement bénévole, donc c'est de pouvoir évidemment saluer leur engagement et les remercier autour d'un temps qui est absolument pas imposé, hein, puisque l'objectif c'est que ça soit quelque chose qui parle à la personne, donc ça peut être une remise lors d'une compétition, d'une assemblée générale, d'une réunion particulière, en tout cas un événement qui fait sens et où peut-être la personne qui est mise à l'honneur est parmi les siens et du coup ça aura le maximum d'impact. On a souhaité à travers ces médailles donc reprendre un système assez classique, hein, bronze, argent et or, et de pouvoir associer aussi chacun des niveaux d'organes déconcentrés. Donc les médailles de bronze, elles s'adressent aux personnes qui ont un investissement de plus de 6 ans, d'au moins 6 ans, au moins 6 ans pardon, de bénévolat. L'argent, 10 ans et l'or, donc 15 ans. Et donc chaque étage, chaque échelon, concerne un échelon aussi des organes fédéraux. Donc les médailles de bronze sont décernées par les comités départementaux, les médailles d'argent par les ligues régionales et les médailles d'or donc par la fédération. Lorsqu'il n'y a pas de comités départementaux sur un territoire, donc c'est la ligue qui se charge de faire à la fois le bronze et à la fois l'argent. Euh, Évidemment, pour que c'est de la valeur, il y a un contingent qui est fixé sur la saison 2023 et on l'a reconduit à l'identique sur la saison 2024-2025. Ce sont des médailles qui vont être uniformes, commandées exclusivement par la fédération et avec un contingent qui est défini par territoire. Donc 20 médailles qui ont été définies au niveau national, médaille d'or, et puis ensuite, donc vous voyez le détail pour les régions et les départements en fonction donc de la taille du nombre de licenciés de ceux-ci. Le principe, il est très simple, hein, pour recommander donc une personne sur la diapo suivante, on le voit. Donc pour recommander donc quelqu'un, vous avez un simple formulaire qui est disponible sur le site internet de la fédération, formulaire de proposition. On n'est pas obligé d'être un comité départemental ou une ligue, hein, pour proposer quelqu'un. Ça peut être tout simplement le club qui propose et qui va adresser à une adresse qui est l'adresse unique, donc médaille.honneur@ffroller-skateboard.com. Des propositions donc de personnes et en fonction de son ancienneté, une proposition d'échelon qui pourra être réajusté en fonction de l'instruction qui sera faite. Donc, il y a quelques renseignements à donner, hein, sur, bon, évidemment, les coordonnées de cette personne, des informations sur d'éventuelles autres distinctions que cette personne aurait obtenues, et puis un petit résumé de son parcours de bénévole, ce que cette personne a fait, voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, on envoie cette proposition et suivant l'échelon, donc charge au comité départemental, à la ligue ou directement
directement à la fédération, donc d'examiner la proposition et ensuite donc de statuer dessus. Voilà, donc le principe, hein, voilà. Après, pour les organes déconcentrés, on a remis ce slide parce que c'est important. Il y a un formulaire pour commander donc les médailles auprès de la fédération. Ça, c'est réservé aux organes déconcentrés puisque ce sont les Mhm. comités et les ligues qui remettent cela. Donc, on va prendre notre canal spécifique pour pouvoir donc opérer tout ça. Et évidemment, tous les médaillés sont centralisés dans un fichier unique pour pouvoir faire le suivi tout simplement sur un plan national, ne serait-ce que si des personnes venaient à déménager. Voilà sur ces médailles d'honneur. Vous dire aussi qu'il existe un autre système, un autre mécanisme, certainement plus honorifique encore, hein, qui est la médaille d'honneur donc de la jeunesse et sport et de l'engagement associatif. Et là, c'est un système qui est assez similaire au nôtre, plutôt le nôtre d'ailleurs est assez similaire à celui-ci, hein. Donc ce sont les médailles, je ne sais pas si on a mis un visuel de ces médailles. Si, après. Après, voilà, tu peux directement, voilà, donc c'est ces médailles-là qui sont remises. Donc là aussi, d'ailleurs, le mécanisme il est un petit peu différent. Il y a une remise qui est faite au niveau préfet, enfin, département, donc à l'échelon bronze, quand l'instruction des niveaux argent et or est assurée donc au niveau du Ministériel. ministère, évidemment, sur proposition des services déconcentrés de l'État, hein, naturellement. Et là aussi, donc il y a un formulaire à remplir qui est donc là pour le coup instruit par les services de l'État avec un peu Mhm. plus de détails quand même parce que le dossier est un peu plus important. Après, il sera demandé une photocopie de la carte d'identité. Il y aura un contrôle d'honorabilité qui sera fait aussi de la personne. Donc pour voir évidemment à qui on donne une médaille ministérielle. Et Mhm. donc ces trois échelons, D'accord. ils vont là aussi être liés à l'ancienneté en termes de bénévolat. Mhm. Donc là, des choses assez classiques, c'est-à-dire que pour être médaille de bronze, il faut donc pouvoir justifier de 6 ans de bénévolat à minima. Comme les contingents sont quand même très resserrés, c'est souvent des gens qui ont 10, 15, 20 ans hein, de bénévolat. Médaille d'argent, c'est 4 ans d'ancienneté sur l'échelon de bronze. Et médaille d'or, c'est 5 ans d'ancienneté sur l'échelon donc d'argent, D'accord. l'échelon minimum. Voilà. Sachant que c'est à chaque fois un nouveau dossier qui doit être fait, il n'y a pas une sorte d'avancement systématique. Il y a également eu d'introduit, puisque comme il y a des contingents assez resserrés, donc des lettres de félicitations donc pour des personnes qui ne se verraient pas décerner la médaille de bronze, mais qui, par contre, voilà, pour valoriser et reconnaître leur engagement, feraient l'objet d'une lettre de félicitations des services de l'État. Donc voilà les deux types de récompenses et de mise à l'honneur des bénévoles qu'on souhaitait vous rappeler. Il n'y a rien de nouveau. Il y en a un système qui est très ancien. Le médaille d'honneur de la jeunesse et sport, c'est vraiment très ancien puisque ça a été instauré par un décret de 1969. Et s'agissant de notre dispositif, il a maintenant 2 ans et demi. Ça va être Mhm. la troisième saison. J'ai oublié de citer un point. Il y a 2 promotions par an pour les médailles d'honneur de la jeunesse et sport, comme d'ailleurs la plupart de tous les ordres hein, et toutes les médailles ministérielles, 1er janvier et 14 juillet. Donc après, il y a des délais à respecter pour déposer les dossiers liés à cela. On retrouve ça hein, pour médaille d'honneur sur chaque site de jeunesse et sport dans votre département. Mhm. Et s'agissant donc de la fédération, on fait effectivement un examen unique donc en fin d'année, enfin on va dire pour début de saison ou dernier trimestre de l'année, peu importe, en vue notamment de remettre la médaille pour une partie des personnes lors de l'Assemblée générale de la fédération. Mais pas que, puisque parfois on la remet un peu plus tard sur d'autres compétitions. Et s'agissant des médailles d'argent et de bronze, donc les périodes, c'est à la discrétion des comités et des ligues. On a voulu laisser les choses assez souples, c'est-à-dire qu'elles peuvent, dans le respect du contingent annuel qui est fixé, donc faire de l'instruction en continu au fil de l'eau des propositions, ou alors déterminer, elle aussi, dans le cadre d'un appel à proposition, une date précise pour lui remonter les souhaits.
Voilà. Donc ça, c'est après à voir en fonction de votre ligue ou de votre comité départemental. Sur ces points-là, y a-t-il des questions ou des demandes d'intervention? Non. Et sur l'ensemble, je crois qu'on a pu traiter toutes les questions. Mm. Marion, tu avais un point complémentaire? Non. Non? Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne soirée. Vous remercier à nouveau de votre participation ce soir. Merci beaucoup Marion, merci Florent de votre présence et puis du travail de préparation et d'animation pour Marion de ce soir. Et puis, on vous donne rendez-vous. On refera très certainement une visio club d'ici l'été. On n'a pas encore complètement déterminé l'ordre du jour, mais on en refera voilà, très certainement une nouvelle. Et puis après viendra les vacances et puis la traditionnelle visio de rentrée qu'on fait traditionnellement dernière semaine d'août, première semaine de septembre. Là aussi, on vous donnera la date dès lors qu'on aura pu la déterminer entre nous. Voilà, un grand Oui, merci. j'ai oublié de Oui, vous préciser, je viens de me rappeler, le service formation emploi faisait une vidéo club sur le CQP ce soir en même temps. Ils l'ont enregistré aussi, donc le replay sera disponible également sur le site de la fédération. voilà, sur le site. Merci à toutes et tous. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée. Bonne Au soirée à revoir. tous. Merci Stéphane, merci Merci Marion, bien, merci à bonne tous. soirée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Mm. Ok. Bon, mais voilà. Ouais, désolée, j'ai envoyé un message à Florent, j'ai dit, j'étais hyper bruyant au début là. Je l'avais dit hein, que je stressais, je sais pas pourquoi. Mais je me suis entendue, j'ai dit, Pouah, je sais pas où je vais, mais c'est pas bon. Bon, après, et surtout, il n'y avait pas beaucoup de réactions. Et puis après, quand on a Ouais, parlé c'était des frais, finalement, ça a suscité plus l'assurance a de un peu. questions. Ouais, Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les participants, alors, ils n'étaient pas très nombreux ce soir. Pourtant, ouais, il y a eu de 30, la com. 34, 35, ouais. Ouais, je crois qu'au maximum, on est monté à 40. Ouais, ou alors c'est peut-être pas un sujet que finalement ils se sont dit, je connais déjà tout, je viens pas. Ouais, c'est peut-être ça. C'est Ou peut-être alors ils ça. se sont dit, j'irai voir le replay parce que comme d'hab, il y aura le replay. Oui, alors ça aussi, je pense que ça Ça, joue. ça joue pas mal aussi, je pense, hein. Hmm. Ouais, mais bon, j'espère qu'ils vont pas tous faire ça à force, parce que Ah bah, sinon, on fera des on va replays à devenir un deux. peu. Pardon. Bah ouais, on va se retrouver un peu, ça va être un peu triste, ça va manquer d'interactivité, quoi. Et sinon, eh ben, on en fait plusieurs où on fait pas de replay. Et puis comme ça, ils viendront sur les suivantes, hein. Ouais, mais bon, c'est dommage. Ouais, ouais, bah après, il y a les supports, quoi. Hmm. Il y a les supports qui seraient disponibles. Mais c'est vrai que on se posait la question avec Delphine. Est-ce que enregistrer les visios, c'est pas accepter qu'ils ne viennent pas? Oui, c'est toujours le risque, et en même temps, c'est bien aussi, parce que puis ça nous fait, nous, une mémoire, un peu, une base aussi, un peu. Mm. Bon, voilà. Bon, Ouais, ok. Bon, mais ça ça marche. marche. Bon, mais écoute, merci Bon, et ben beaucoup. Bonne merci soirée. Stéphane. Bonne soirée. Allez, à plus. Ciao. Ciao.